moi je suis associée de ce cabinet Opus Line. Opus Line, c'est un cabinet qui travaille exclusivement sur la santé. Donc on a une centaine de collaborateurs. On travaille sur tous ceux qui interviennent dans la santé, les assureurs de personnes, assureurs santé qu'on appelle rapidement les complémentaires santé. Et je sais que Crédit Agricole a de grosses activités dans ce domaine-là, bien sûr, et nous travaillons avec vous. Les industriels de la santé, qu'ils soient du médicament ou des industriels du dispositif médical, des acteurs de la e-santé, donc c'est tout ce monde des startups qui fabriquent ce numérique en santé, mais aussi des grandes entreprises qui ont peut-être été des startups, mais qui sont aussi des grandes entreprises aujourd'hui du numérique en santé. On pense bien sûr à Doctolib ou d'autres. Les institutions publiques et les établissements de santé qui sont sous ma responsabilité dans ce cabinet. Donc, institutions publiques, c'est le ministère de la Santé, c'est les agences régionales de santé. Donc, ça, c'est important parce que quand on va parler de la chaîne de valeur tout à l'heure, il faut avoir un petit peu tous ces acteurs en tête. Les établissements de santé, vous savez tout ce que c'est, bien sûr, mais ils peuvent être publics ou ils peuvent être privés. C'est une caractéristique française. Et quand ils sont privés, ils peuvent être commerciaux ou ça peut être des établissements privés non commerciaux, c'est-à-dire ils appartiennent à des associations ou des fédérations ou des fondations, pardon. Et puis private equity que vous connaissez bien, donc je ne vais certainement pas commenter. On travaille donc avec tous ces acteurs. Moi, je suis issue du ministère de la Santé. J'y suis restée 10 ans avant de travailler dans le conseil, tandis qu'Youssef a un passé aussi de santé, mais très différent. Je t'en prie. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, Youssef Malla, je suis manager chez Opus Line. Et j'ai un passé, je viens de la recherche académique, donc de la recherche publique. J'ai fait plusieurs années de recherche à l'INSERM avant de rejoindre le cabinet où notamment je travaille sur les problématiques d'innovation scientifique, donc de l'accompagnement des acteurs à transposer une innovation scientifique en un produit dans une entreprise sur le marché. Regarder une transformation dans une entreprise, dans un secteur quel qu'il soit, c'est regarder sa chaîne de valeur si vous voulez comprendre réellement ce qui va se passer en prospectif. Si vous regardez que par petits bouts, vous n'allez pas avoir cette vision et vous allez certainement avoir moins d'intelligence, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, mais moins d'intelligence dans la prospective de ce que vous allez observer. Voilà, là je mets simplement tous ces articles qui sortaient et on voyait vraiment d'un seul coup la santé qui est très en retard en matière de maturité sur l'informatique et sur le numérique, s'emparer d'un seul coup de ce sujet de l'informatique, avec ceux qui disent de toute façon un hôpital, rien ne va changer, parce qu'on soigne les gens, et les gens, c'est les gens, voilà, on les a toujours connus comme ça. Puis d'autre côté, les industriels qui commençaient à tâter l'eau pour savoir si elle était froide ou si elle était tiède. Et est-ce qu'il fallait y aller? Alors, quand on est un industriel ou quand on est une banque, y aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent et mettre beaucoup d'argent, donc prendre le risque. Donc, évidemment, les private equity et autres investisseurs se disant la même chose. Dans le public, c'est l'énorme caisse des dépôts et consignations aussi qui se demande s'il faut mettre de l'argent, et elles se le demandent encore aujourd'hui, puisque, je vous le dis à vous, mais on fait une étude pour eux aussi, donc comme quoi, il faut le temps que ça vienne. Et les banques, vous êtes certainement sollicités pour financer des projets sur lesquels les acteurs vous expliquent que c'est drôlement important et que c'est un axe de développement majeur pour l'économie, notamment en local, puisque la santé, c'est à la fois une vision globale au niveau national ou international. La santé est de plus en plus un enjeu international. Là, on a mis des articles qui parlent des industriels. Les industriels, ça fait longtemps qu'ils ont un marché industriel au niveau mondial. Mais en revanche, nos acteurs du public et les acteurs des établissements de santé, eux, ils sont sur un territoire. Et c'est ce contraste entre une vision très industrielle et très mondialisée et le côté très local, mais quand je dis local, on était quand même à cette époque-là encore en train de discuter le système d'information de la Bretagne, le système d'information de la Bourgogne, etc. Vous êtes dans des caisses qui sont régionales, vous êtes sensible à ça, vous êtes particulièrement sensible à ça. Et quand on parle du numérique, ça fait exploser les frontières, ça fait exploser la notion de local.
Et comme on le dit beaucoup dans la santé, mais je crois qu'on le dit aussi dans votre secteur, l'enjeu, il est ce qu'on appelle le glocal, c'est-à-dire à la fois avoir la vision globale et locale, c'est-à-dire comment on arrive à tirer parti du meilleur de la vision globale et de la vision locale. Alors l'étude, elle a porté sur l'impact de cette fameuse industrie 4.0, elle s'appelle toujours 4.0 pour l'instant, hein. On pourrait dire 6.0, mais bon, c'est comme ça, sur la chaîne de valeur des industries de santé. Alors vous voyez, sur ces petits cercles, les différentes étapes qui vont nous amener de la recherche jusqu'aux usages dans le soin. Donc la recherche, ça parle à peu près à tout le monde, j'imagine, en santé, surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment. Comment va-t-on développer le vaccin du Covid? Tiens, bizarre comme sujet, mais en fait c'est toute la recherche et c'est pas que le Covid bien sûr. Hein. Et jusqu'aux usages, c'est-à-dire comment on transforme un produit de recherche, un livrable, à un usage dans le soin. Donc notre chaîne de valeur, elle est intéressante de modéliser, donc on l'a fait de façon, là, sur ce slide, de façon très simple, bien sûr, dans le rapport qui fait juste 150 pages. C'est détaillé avec des analyses de marché par petits cercles que vous voyez. Et en plus, on nous a donné un périmètre très large. On nous a dit que c'était les médicaments, les dispositifs médicaux en lien avec un médicament. Ouf, il y a eu quand même une restriction, c'était en lien avec un médicament. En fait, ça n'a pas tenu un mois, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tellement distinguer ce qui arrive sur un dispositif médical en lien avec un médicament qui sert à distribuer, à diffuser dans le corps humain un médicament, ou avec un dispositif médical qui n'est pas en lien avec un médicament, mais qui vous aide à marcher. Et on sait bien, vous savez tous, vous avez certainement entendu parler de ces objets connectés qu'on utilise et qui font partie des dispositifs médicaux pour veiller à une meilleure observance ou veiller à la réhabilitation d'un patient après une opération. Donc tout ça, tous ces mondes-là sont en train de s'interpénétrer. Et puis le troisième champ, c'est tout système de diagnostic. Bon, alors avec ça, on était sur l'ensemble de la chaîne. L'impact de ces 8 briques technologiques a donc été analysé, et c'est pareil, on a essayé de remettre un peu de l'ordre dans ces préoccupations, et de dire, et on a refusé, et ça a été difficile, de les voir comme des technologies qu'il fallait regarder les unes après les autres. C'est hyper important, c'est aussi pour vous un message, bien sûr, hein, je le fais exprès, hein, mais je pense que vous devez, on doit tous regarder, non pas une technologie, mais le sens de cette technologie dans la transformation plus globale de cette chaîne de valeur. Ces technologies, en fait, elles s'emboîtent les unes dans les autres dans une vision urbanisée du système d'information qui sous-tend les technologies numériques. Alors, on les a repositionnées, donc il y a des trous dans la raquette. C'est les infrastructures techniques, donc ce qui est touché par les infrastructures techniques, c'est évidemment le cloud, et la cybersécurité qui pourrait être en transversale, mais qui est particulièrement importante pour protéger nos données, puisque vous savez que c'est un enjeu majeur avec toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui. Les clouds qui peuvent être aux États-Unis, mais la cybersécurité qui vous dit si vous mettez vos données dans un cloud qui appartient aux États-Unis, par exemple un cloud qui est porté par Microsoft, et bien vos données elles sont aux États-Unis et elles appartiennent à l'État américain. Voilà. Et c'est un sujet, bien sûr, qu'on commençait tout juste, il y a 2 ans, à évoquer. On a mis quelques lignes dans notre rapport, et on nous disait, mais quand même, non, mais là, vous fantasmez. Aujourd'hui, c'est juste un enjeu majeur, et c'est un enjeu au niveau européen. La deuxième couche, c'est une fois qu'on a les infrastructures qui sont solides, on fait quoi avec ? On y colle des infrastructures applicatives. Mais ce n'est pas encore du service, on ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est l'intelligence artificielle, la simulation, la robotique, l'IoT, la réalité augmentée. Mais avec ces technologies-là, on ne sait toujours pas quel service va être rendu à l'utilisateur final. Et ensuite, il faut parler de cas d'usage. Et là, on a mis quelques exemples. La découverte de nouvelles cibles. Alors, cibles au niveau de la recherche. Et là, c'est le domaine de Youssef. Les nouvelles cibles de recherche, bien sûr. Bon, alors, on va reprendre l'exemple du vaccin, hein, par exemple. La numérisation des essais cliniques est un enjeu énorme pour toute l'industrie pharmaceutique, bien sûr. Faire de la production augmentée, c'est-à-dire être capable de produire grâce au numérique
et d'augmenter, un peu comme on dit l'homme augmenté, là c'est la production qui elle-même bénéficie de tout ce que peut lui apporter le numérique pour faire plus avec autant ou faire avec moins une production bien plus performante. Et puis le pilotage de la performance commerciale, là je pense que ça vous parle tout de suite, le numérique ça sert immédiatement dans la gestion, ça sert à faire évidemment de la performance, mieux cibler à qui on s'adresse, avoir plus d'efficacité commerciale. Une démonstration de la valeur médicale, c'est des exemples tout ça, il y en a beaucoup plus que ça. La démonstration de la valeur médicale, c'est par exemple, vous avez un traitement qui vous a été donné, on va observer en vie réelle ce que ça apporte comme bénéfice aux patients, mais aussi à l'assurance maladie. Est-ce que ça permet pour l'assurance maladie de faire des économies et en même temps de mieux protéger la population, etc. Ça, c'est de la valeur, vraiment la valeur délivrée au niveau médical. Et puis les enjeux stratégiques, vous auriez la même chose en banque, bien sûr. C'est qu'est-ce que je cherche à faire, moi, si je suis ministre de la Santé. Bon, j'ai encore quelques années à faire, mais je pense que je vais m'orienter vers ça. Amélioration de la valeur ajoutée du système de santé globalement, efficacité et efficience des processus, transformation de l'offre et des modèles. Ça, c'est des enjeux stratégiques. Le numérique impacte les industries de santé de 3 manières différentes mais complémentaires. La première, ce qu'on a appelé chaîne de valeur, c'est la fameuse chaîne de valeur qu'on a présentée tout à l'heure, c'est une amélioration des processus de manière très silotée, de manière très pointue et précise sur chaque maillon de la chaîne de valeur, indépendamment des autres maillons. Ça veut dire améliorer les processus de recherche, améliorer les processus de développement. Je vais revenir là-dessus dans la page suivante. Mais donc c'est vraiment cette vision d'amélioration pointue mais silotée des industries de santé. Ce qu'on a appelé offre de santé, là on se situe un peu à la fin de la chaîne, en revanche on plonge quand même dans les autres maillons de la chaîne, on commence à rapprocher davantage. C'est le passage de cette logique de produit de santé, donc un médicament, un dispositif médical, un service en santé, à un rapprochement, et c'est un peu la force du numérique, un rapprochement de tous ces items, de toutes ces technologies, en ce qu'on a appelé une offre globale de santé ou une offre combinée de santé. Et donc c'est la capacité à disposer d'un tout au service du patient. Et le troisième pan, qui est les données de santé, c'est justement cette création, ce rapprochement des données sur l'ensemble de la chaîne, donc la capacité à exploiter des données, qu'elles soient issues de la recherche, du développement, de la production, voire même de l'usage et de la vie réelle. Finalement, si on veut avoir une vision simple, c'est les 3 piliers, les 3 leviers de la transformation, ils sont là. Et depuis 2 ans, on travaille vraiment dessus, et il y a un impact très fort dans le business et dans le discours qu'on a porté auprès des pouvoirs publics et auprès des décideurs des industries de santé qui ont pu mener des actions de transformation, vous allez voir, autour de ces 3 grands leviers. Une fois on a dit tout ça, comment est-ce que ça va impacter les métiers et les compétences des industries de santé? Donc déjà, et d'où l'importance d'avoir précisé qu'on est sur des industries assez hétérogènes de base, donc le dispositif médical, le diagnostic, le médicament, parce que derrière, on a aussi des métiers qui sont eux-mêmes hétérogènes. On n'a pas les mêmes métiers entre les industries. Alors, la première chose qu'on voit, c'est si on regarde un peu depuis qu'on parle du digital, du numérique et son intégration dans les industries de santé, voire d'ailleurs dans d'autres industries, on a un phénomène on a un peu un phénomène d'acculturation qui a commencé. Au début des années 2000, on avait un peu l'émergence de tout ça. On avait des métiers qui étaient très en lien avec le numérique. Donc en fait, on avait un chiffre d'affaires officer, c'est peut-être un exemple à part, mais globalement, on avait des chefs de projet digitaux, des responsables e-commerce, du e-marketing qui étaient séparés, etc. Et progressivement, on voit que c'est ce qu'on appelait des métiers en lien avec le numérique il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est des compétences qui sont intégrées par des métiers qui, finalement, le métier est le même, mais c'est seulement l'usage de l'outil ou bien l'usage de la compétence numérique qui est stimulé et pas réellement la création d'un nouveau métier en lien avec le numérique. Donc on est vraiment sur une logique d'intégration de compétences et pas une logique d'invention ou de création de nouveaux métiers, sauf
sauf les métiers en lien avec la donnée, les métiers qui ont lien avec la data, où là on a vraiment ce qu'on a appelé un double effet, un effet de volume, ça veut dire les industriels ont une demande de ce type de métier qui est assez conséquente et aujourd'hui ils peinent à recruter, et de typologie dans le sens où avant, où les data scientists étaient plutôt autour du développement de la recherche clinique, aujourd'hui on cherche des data scientists ou de la data gouvernance sur l'ensemble de la chaîne de valeur parce qu'aujourd'hui on produit de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a regardé par maillon de la chaîne, mais de manière, on est revenu sur cette logique de silo parce que ça permettait quand même de regarder métier par métier sur la chaîne. En fait, quels sont les métiers qui sont en transformation? C'est ce qu'il y a au milieu. Quels sont les métiers qui sont en diminution d'effectifs ou les métiers à risque? Et quels sont les métiers qui sont en croissance par maillon de la chaîne de valeur? Et par rapport à ces métiers, quelles sont les compétences en matière de numérique que doivent intégrer ce métier pour se transformer ou pour croître? Donc je ne sais pas si je vous le commente tous, mais globalement on a fait donc là vous avez un aperçu rapide, par maillon de la chaîne, les métiers qui se transforment, les métiers qui en décroissance, les métiers en croissance. Et ce qu'on voit au global, on a une logique donc d'intégration du numérique dans les métiers. Et on a notamment les grands métiers en diminution sont aujourd'hui les métiers de manutention. De manutention dans les sites de production, dans les sites de distribution, qui vont plutôt passer à une logique de pilotage de robots ou de machines qui font la manutention que de manutention physique humaine. Et au global, on a quand même cette logique plutôt d'intégration des compétences numériques dans les métiers des industries, mais on n'a pas... Enfin, tout ne va pas changer. Enfin, en tout cas, pas sur les 10 prochaines années. Si on regarde ce qui se passait aussi au niveau des industriels, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a quand même, pour avoir échangé avec plusieurs RH ou plusieurs DRH, on s'est rendu compte qu'on a quand même des dispositifs d'accompagnement de cette transformation qui sont mis en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au global, chaque groupe, selon la taille du groupe, selon la taille de l'entreprise, fait ce qu'il pense être la meilleure façon de faire pour acculturer. Donc globalement, on a un renforcement de la communication interne sur les métiers du numérique. On a un rapprochement, on a vu des industriels qui se rapprochent d'écoles ou de grandes écoles numériques pour pouvoir avoir accès de manière un peu plus rapide à ces métiers, à ces compétences plutôt numériques. On a un accompagnement de la formation assez basique finalement, ou assez simple aux outils numériques, que ce soit les outils de bureautique ou bien que ce soit les outils qui se transforment, parce que hier on utilisait autre chose pour faire ce même métier. Et au global, on a une acculturation un peu plus globale au numérique à travers des journées, des hackathons, etc. Donc on a vraiment la machine se met en marche, on a des dispositifs, mais qui restent aujourd'hui très locaux, qui restent au niveau de chaque industrie, enfin de chaque entreprise. Et on n'a pas ce partage d'expertise, on n'a pas ce partage de dispositifs, ce qui nous permet d'enchaîner magnifiquement avec la slide qui suit, justement qui pose la question de la capacité à apporter cette transformation ou à accompagner cette transformation au niveau de la filière des industries de santé. Alors, quand on parle de filière, c'est bien le comité stratégique de filière, c'est-à-dire ça vise un organisme particulier et non pas simplement les représentants même d'un type d'industrie au sein de la santé, c'est-à-dire le LEM, qui est le plus connu, c'est les entreprises du médicament, le SNITEM pour ce qui concerne le dispositif médical et d'autres fédérations, syndicats professionnels qui existent. Mais tous ces organismes-là ne faisaient pas grand-chose en matière de numérique, à part des conférences, en disant « oh là là, c'est important ». Voilà. Mais il n'y avait pas vraiment de politique, de stratégie. Et chaque entreprise était laissée à son sort pour essayer de trouver une façon de faire avancer. Or, on sait que les profils numériques, je vais enlever ce masque, les profils numériques ne vont pas vers l'industrie de santé.
Donc il y a un gros déficit de compétences de haut niveau pour aller peupler les postes qui sont ouverts par les grandes entreprises de la filière. Donc ça, c'était un problème. Ça a été identifié, non pas parce qu'il faut accompagner la transformation, mais parce qu'il y a un déficit de compétences de haut niveau. L'industrie du médicament a mauvaise réputation et les jeunes brillants qui sortent des grandes écoles avec des compétences vont plutôt d'abord dans des pays étrangers. C'est un vrai sujet. Donc la France n'est pas attractive pour ces profils-là. Donc il y a un enjeu d'attractivité qui est très très important. Et il y a un rejet de l'industrie du médicament parce qu'il y a eu quelques scandales que vous n'ignorez pas, bien sûr, le jugement est en ce moment, qui ont créé un manque de confiance pour un jeune qui sort d'une grande école, aller s'investir son début de carrière dans ces entreprises-là. C'est un problème sur lequel ça ne peut pas être traité que par une entreprise, mais ça ne peut être traité que par la filière. Et ça a été un discours qu'on a porté donc au plus haut niveau, que ce soit au niveau du ministère ou au niveau de la présidence du CSF, donc du comité stratégique de filière de la santé. On a réussi à les convaincre et derrière ça, ils ont mis en place un certain nombre d'actions opérationnelles qui n'ont pas fini de porter leurs fruits parce que tu voulais commenter que dans une filière. Dans une certaine filière comme celle de la santé. Donc ça, c'est des chiffres qui sont sortis il y a 3 semaines, ce qui montre que depuis 2 ans, bon, ça avance, mais que ça avance quand même pas assez vite. On a globalement un niveau de maturité digitale qui est aujourd'hui jugé encore trop faible. Donc selon la direction, il est à peu près autour de 40%. Mais globalement, on a cette maturité autour du numérique qui n'est pas encore ce qu'elle doit être. Ce rapport cite 3 raisons principales. Donc des objectifs qui sont souvent non alignés ou discordants entre les individus et globalement un manque de stratégie numérique ou un manque de stratégie digitale. Ce qu'on se disait la dernière fois, c'est on a tous souvent eu cette petite situation où on a un dirigeant qui va à un congrès, qui voit quelque chose de très sexy, qui dit qu'il veut faire du big data ou faire de l'intelligence artificielle. Très bien, mais pourquoi, pour qui, dans quels objectifs, dans quelles ambitions? Donc on a vraiment ce manque de vision stratégique autour du numérique, mais parce qu'aussi c'est des projets qui coûtent très cher et qui sont très très long terme. On a une mauvaise compréhension certaine autour de comment est-ce qu'on intègre le numérique et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et au global, on a aujourd'hui une filière des industries de santé qui n'est pas acculturée au digital, qui n'a pas encore intégré tout ce qu'elle peut intégrer par rapport au numérique. Donc le digital, c'est un enjeu qui reste majeur. Heureusement, on a beaucoup sensibilisé, on est content là-dessus, mais le chemin est encore long pour transformer les... Alors là, ça devient illisible. Pour transformer les choses. Et la réalité reste encore à transformer. Donc ils s'organisent, on leur fait confiance. Mais ça va prendre du temps parce que vous le savez, c'est une filière, c'est pas une entreprise, c'est une filière et ça va prendre, j'espère, avec un gouvernement qui met la pression pour que ça accélère, c'est un peu la chance qu'on a en ce moment, il y a un certain alignement des planètes, donc on espère voir les choses bouger. Tu veux commenter ? Peut-être 2 commentaires par rapport aux actions qui sont mises en place en lien avec les recommandations du rapport, en lien avec ce qu'on vient de voir ensemble. Le LEM, qui représente l'ensemble des industries de santé, 95% des industries de santé en France, a mis en place 3 études qui visent au fait d'aller plus loin. Tout ce qu'on a montré sur les métiers et compétences, l'idée est que ce soit la base de leur travail et qu'ils aillent plus loin dans l'analyse, pour définir les impacts sur les métiers, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de manière beaucoup plus détaillée, et 2, de définir l'impact sur les compétences et notamment d'identifier les nouvelles compétences à intégrer dans les industries de santé. Donc là, il y a 3 études qui sont pilotées par le LEM et le ministère du Travail, en lien avec les autres organisations pour justement pousser beaucoup plus loin, métier par métier, quelles vont être les transformations. Et d'une autre manière... donc avec un observatoire des métiers, oui, tout à fait. Ils mettent à jour leur référentiel métier. Donc c'est exactement ça. Ça a commencé
fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Fin d'année dernière, je pense. Ouais. Et deuxième réalisation qui est en cours, c'est le Syntec numérique qui va animer pour le comité stratégique de filière santé un groupe de travail qui s'appelle Transformation numérique des industries de santé. L'objectif étant de centraliser, de concentrer tout un tas de connaissances, de littérature sur la numérisation des industries de santé, que ça puisse constituer une sorte de bibliothèque commune à l'ensemble des industries de santé pour homogénéiser les pratiques, que ce soit, il y aura un corpus documentaire des cas d'usage, des questionnaires à destination des entreprises pour estimer, évaluer, auto-évaluer leur maturité numérique et des recommandations en matière de formation qui rebouclent avec ce sur quoi travaille le LEM.